Le mariage est-il vraiment meilleur que le Pacs? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et oui, dans notre société moderne, le mariage et le Pacs représentent tous les deux des options majeures pour officialiser une relation. Alors que le mariage est souvent perçu comme l'ultime engagement, le Pacs vous offre également une alternative attractive avec bien moins de contraintes légales. Donc cette question, elle soulève un débat qui est intéressant et c'est pour ça qu'on s'y attarde aujourd'hui. Le mariage est-il vraiment plus intéressant que le Pacs? Ou ces deux formes d'engagement sont-elles équivalentes? Et bien sûr, si vous nous écoutez mais que vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous, ça nous permettra de continuer à créer du contenu pour vous sur l'art de la gestion patrimoniale. Et aujourd'hui, nous allons aborder 8 points pour faire le match entre le Pacs et le mariage et savoir qui l'emporte et savoir si c'est vraiment plus intéressant de se marier par rapport au Pacs. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier point, la succession. Et dans ce premier round, on a ici la succession et c'est au niveau de la succession que le mariage va devenir le plus intéressant parce qu'il offre une protection qui est optimale. En effet, quand on va opter pour le mariage, on a une protection importante entre conjoints puisqu'on a une part de l'héritage de notre conjoint qui nous est garantie s'il venait à lui arriver quelque chose. Et ça, c'est quand il n'y a pas d'enfants. On peut également se protéger de manière plus importante en faisant une donation au dernier vivant. C'est des choses que l'on a l'habitude de voir en rendez-vous personnalisé au sein de notre cabinet avec nos clients. Et oui, quand on n'a pas d'enfant, effectivement, le conjoint va être protégé pour un quart du patrimoine de son conjoint. Donc ça, c'est important de le comprendre, ça veut dire qu'on est héritier réservataire quand il n'y a pas d'enfant. Quand il y a des enfants, on peut également être héritier automatiquement, mais si le conjoint ne veut pas qu'on soit son héritier, alors on va pouvoir faire un testament pour déshériter le conjoint. Il faut déjà donc faire un testament pour déshériter. On est automatiquement héritier par le mariage. Et la grande différence, maintenant qu'on va parler du Pacs, c'est justement que le Pacs seul, lui, malheureusement, ne protège pas pleinement Jérémy. Et oui, le Pacs ne rend pas héritier automatiquement, c'est le contraire du mariage. Cette fois-ci, il va falloir faire un testament pour pouvoir devenir héritier de son partenaire de Pacs. Vous l'avez compris, quand vous êtes marié, vous êtes automatiquement héritier et vous pouvez être déshérité par votre conjoint s'il y a des enfants par le biais d'un testament. Alors que là, dans le Pacs, cette fois-ci, vous n'êtes pas du tout héritier. Ça veut donc dire que si vous êtes partenaire de Pacs et qu'il arrive quelque chose à votre partenaire, vous ne touchez rien s'il n'y a pas de testament mis en place. Donc c'est vraiment le contraire ici. Oui, donc pour aller vraiment au bout de la chose, ça veut dire que concrètement, si mon partenaire de Pacs vient à décéder ou ma partenaire de Pacs vient à décéder, je n'ai même pas le droit à quelque chose. C'est même pas que j'ai des frais de succession ou des droits de succession à payer qui sont élevés, c'est que je ne suis même pas considéré comme héritier aux yeux de la loi. Exactement, alors que quand on est marié, on est considéré comme un héritier. Point important, et c'est quelque chose de similaire en termes de succession, il faut savoir effectivement que quand on est pacsé ou marié, s'il y a un testament pour le Pacs, vous devenez donc héritier, et sachez-le, que vous soyez pacsé ou marié, vous bénéficiez des mêmes droits en termes de succession, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun droit de succession à payer. Allez, maintenant, on aborde le deuxième point, les obligations réciproques entre le Pacs et le mariage. Et pour ces obligations réciproques, ici, c'est très simple et ça va être similaire pour les deux cas. C'est-à-dire que l'on soit marié ou pacsé, la loi, elle impose une aide matérielle et une assistance mutuelle entre les conjoints ou les partenaires. C'est-à-dire que vous êtes légalement solidaire de votre partenaire ou de votre conjoint au niveau des dettes contractées et pour les besoins de la vie courante, donc pour le logement, pour la vie de famille, etc. On est mutuellement solidaire, qu'on soit marié ou pacsé, c'est similaire. Attention tout de même, le mariage va plus loin avec une obligation de respect, de fidélité, de secours et de vie commune. C'est important de le rappeler. Allez, troisième point abordé, le point du régime matrimonial et du Pacs. Et là, le mariage, il va offrir finalement une plus large gamme de choix dans l'organisation de la vie commune. Parce que quand on va se marier, on va avoir le choix entre plusieurs régimes matrimoniaux. On parle souvent de la communauté légale réduite aux acquêts, ça c'est ce qui se passe si on ne fait rien de spécifique. Mais on peut également aller voir un notaire, par exemple, pour rédiger un contrat de mariage, pour avoir un régime séparatiste. On parle par exemple de la séparation de biens. Et à l'inverse de la séparation de biens, on peut également opter pour un régime communautaire. On peut avoir la communauté universelle où il n'y aura qu'une communauté au sein du mariage et donc tous les biens de l'un des époux appartiennent également à l'autre. Et donc on l'a bien compris, automatiquement on est sur la communauté réduite aux acquêts et on peut opter pour d'autres choix. C'est bien ça Guillaume ? Oui, c'est ça. Et donc, sur ce régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est celui qui est le plus commun, en tout cas en France, eh bien, on va avoir des biens propres. C'est les biens, par exemple, qu'on possédait
avant le mariage ou les biens qui nous sont transmis pendant le mariage par nos parents par exemple, mais on va également avoir une masse commune, ça c'est les biens qu'on va acquérir durant le mariage. C'est également le cas pour les salaires, les revenus qui sont perçus par chacun des époux, ils appartiennent à la communauté. Et je le rappelle aussi, c'est pas parce qu'on fait une séparation de biens qu'on n'est pas amoureux de la personne qu'on aime. C'est important de le comprendre. La séparation de biens peut avoir son intérêt pour la protection. Par exemple, quand on est chef d'entreprise, il y a un intérêt à être en séparation de biens pour protéger les biens familiaux de son entreprise en cas de faillite, par exemple, de l'entreprise. Et oui, Guillaume, le Pacs a quant à lui un régime semblable à la séparation de biens du mariage, mais avec quelques spécificités. Il peut être également possible d'opter pour le régime de l'indivision dans le Pacs, mais je le déconseille à titre personnel. Donc vous l'avez compris, il y a un peu un régime de base dans chacun des choix. Du côté du mariage, le régime de base, c'est la communauté légale réduite aux acquêts. Tandis que pour le Pacs, on a un régime semblable à de la séparation de biens. C'est donc une vision qui est totalement différente entre le mariage et le Pacs pour ce qui est mis d'office entre les couples. Derrière, vous comprenez qu'avec le Pacs, on a un peu moins de liberté, on a un peu moins de régimes différents qui nous permettent d'optimiser la vie commune quand on choisit de se paxer à la place de se marier. Allez Guillaume, maintenant on aborde le 4e point, la retraite et la fameuse pension de réversion. Ça va être court et efficace. Et oui Jérémy, sur ce point-là, la pension de réversion, c'est à nouveau quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont choisi le mariage. Pourquoi ? Parce que c'est une pension de réversion qui va représenter une part de la retraite dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le conjoint défunt. A l'inverse, quand on a opté pour un simple Pacs dans sa vie commune, on l'a vu qu'on pouvait se protéger avec un testament, mais par contre il n'y a aucun moyen pour pouvoir percevoir la pension de réversion de son partenaire de Pacs décédé malheureusement. Et oui, le testament ne suffira pas cette fois-ci pour effectivement toucher la pension de réversion. Seuls les couples mariés peuvent la toucher, et j'ai même envie de vous rajouter quelque chose. Si vous avez des ex-époux ou épouses, à ce moment-là, vous allez également toucher la pension de réversion au prorata de la durée des mariages de vos ex-époux. C'est assez drôle de se dire qu'on peut être ex-époux et toucher une pension de réversion alors que les partenaires de Pacs n'y ont pas le droit. Et Jérémy, du coup, on arrive à la partie qui va intéresser, j'imagine, pas mal de monde parce que dans les deux cas, c'est un point qui est toujours perçu comme intéressant. Quand on parle de mariage, de Pacs, on réfléchit souvent à ça quand on se pose des questions sur les impôts. Est-ce que ça va être intéressant ou non ? Comment est-ce que ça se passe ici entre le Pacs et le mariage ? Est-ce que l'un est plus intéressant que l'autre ? On va faire 3 points sur les implications fiscales, on va parler de la succession, on va le rappeler parce qu'on en a déjà parlé, on va parler des donations et on va parler enfin de la fiche d'imposition, comment on déclare ses revenus. Pour la succession, vous l'avez compris, que vous soyez partenaire de Pacs ou marié, avec un testament pour le partenaire de Pacs, vous devenez héritier et dans les deux cas, vous n'avez pas de droit de succession à payer. C'est important de le comprendre. Pour la partie donation, vous bénéficiez tous les deux d'un abattement de 80 000 et quelques euros qui permet donc de transmettre à votre partenaire ou à votre conjoint une partie de votre patrimoine tous les 15 ans. Et enfin, pour la partie imposition sur le revenu, vous allez donc déclarer vos revenus ensemble. Il y a une similarité qui est vraiment complète sur la partie implication fiscale. Et du coup, que l'on soit marié ou pacsé, est-ce que c'est toujours intéressant de choisir d'être marié ou pacsé si on veut simplement optimiser ses impôts ? Alors pas forcément, Guillaume, parce que dans certains cas, on va pouvoir réduire ses impôts. Dès qu'il y a une différence notable au niveau des salaires, par exemple, monsieur gagne 20 000 euros, madame gagne 100 000 euros, à ce moment-là, le fait de se paxer ou de se marier va faire économiser des impôts au couple. J'insiste, au couple. Dans un autre cas, si vous gagnez tous les deux 30 000 euros, les impôts vont rester similaires. Et on le rappelle, bien sûr, ça ne doit pas être la principale raison pour opter pour un Pacs ou un mariage. Le principal, c'est quand même le couple et le fait de s'aimer. On le rappelle, c'est important. Et effectivement, Guillaume, c'est assez drôle, mais certains de nos clients nous posent tout de même la question. Allez, maintenant, on aborde le logement familial. Quelle est la protection sur le logement familial, qu'on soit marié ou pacsé ? Encore une fois, des différences vont apparaître. Et ici aussi, on a une différence et des similarités au démarrage. Déjà, il y a une protection. Dans les deux cas, qu'on soit pacsé ou que l'on soit marié, on va être protégé vis-à-vis du logement familial. C'est-à-dire que le logement dans lequel on vit, on va pouvoir y rester en cas de décès de l'un des partenaires ou de l'un des époux. Par contre, c'est sur la durée durant laquelle on va pouvoir rester au sein du logement qu'il va y avoir une grande différence entre mariage et Pacs. Au niveau du Pacs, si notre partenaire vient à décéder et qu'il détenait 50% de la maison, on est acheté en indivision à deux, on a 50-50, je vais avoir une protection de mon côté et je vais pouvoir vivre dans le logement pendant une durée de 1 an suivant le décès. Donc c'est certes une protection, mais c'est une protection qui reste précaire, car on sait qu'au bout d'un an, s'il y a par exemple des enfants, eh bien on peut être amené à devoir quitter le logement familial parce qu'on n'a pas une protection qui est viagère. À l'inverse, sur le mariage, on a cette fois-ci bien une protection viagère. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie qu'on peut rester théoriquement dans le logement
jusqu'à son propre décès si notre époux ou si notre épouse vient à décéder et que l'on détenait tous les deux le bien. Donc ça, c'est vraiment une grande différence. D'un côté, on est protégé pendant 1 an, le temps de se retourner, entre guillemets, de trouver une solution avec les autres héritiers. De l'autre, on est protégé jusqu'à son propre décès et on a une vraie protection sur le logement familial. Et Jérémy, il y a un autre point qui peut intéresser aussi certains couples, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du nom de famille, que ce soit pour le mariage, on a l'habitude de prendre peut-être le nom de l'un ou de l'autre des époux. Est-ce que pour le Pacs, c'est pareil ? Eh bien, écoute, Guillaume, effectivement, pour le mariage, on peut prendre ou pas le nom de famille de l'autre. C'est important, aujourd'hui, on a le choix de prendre le nom de famille de l'autre ou pas. Sur le Pacs, celui-ci ne permet pas du tout d'adopter le nom de famille de votre partenaire comme nom d'usage. C'est important de le comprendre, c'est une différence aussi qui est notable. Attention, pour le mariage, votre nom de naissance reste votre nom officiel à l'état civil. Le nom de votre conjoint ou son adjonction ne constitue qu'un nom d'usage. C'est important aussi de le noter. Et d'ailleurs, c'est également là où ça peut être intéressant d'avoir une information pour ce qui concerne la parentalité. Il va y avoir une petite différence au niveau du père. Si on est pacsé, on va devoir aller en mairie déclarer la naissance de son enfant pour bien être reconnu comme étant le père. Tandis qu'avec le mariage, eh bien, c'est fait de manière directe. C'est-à-dire qu'on n'a aucune déclaration spécifique à faire en mairie pour être reconnu comme étant le père. Ça, c'est aussi un point de différence au niveau de la famille. Et Guillaume, abordons le dernier point, j'ai envie de dire qui n'est pas forcément le plus agréable, la rupture. Comment ça se passe quand on est marié ou pacsé et qu'on veut effectivement soit divorcer, soit tout simplement se séparer de son partenaire de Pacs ? Eh bien, pour ce qui concerne le mariage, effectivement, il y a 2 manières de dissoudre un mariage. La première, c'est celle que tu as évoquée, c'est en cas de séparation. On va ici avoir un divorce. Il peut également y avoir une dissolution du mariage, bien sûr, en cas de décès de l'un des époux. Pour ce qui est des divorces, il faut comprendre qu'il existe plusieurs types de divorces différents. On a le consentement mutuel, un divorce pour faute, etc. C'est une procédure en tout cas qui nécessite toujours l'intervention d'un avocat pour vous accompagner et pour résoudre les différents conflits. Et Guillaume, du coup, pour le Pacs ? Là, c'est un des gros avantages du Pacs, c'est que ça va être bien plus léger et plus facile pour dissoudre un Pacs qu'un mariage. Les partenaires pacsés, ils peuvent faire une déclaration conjointe, tout simplement, qui va permettre de dissoudre ce Pacs. L'un des partenaires pacsés peut également rompre le Pacs de manière unilatérale. La rupture unilatérale du Pacs, elle s'effectue par signification de commissaire de justice. Eh bien, Guillaume, on en a fini avec la comparaison entre le Pacs et le mariage. Et aujourd'hui, vous le comprenez, en conclusion de cet épisode de podcast, le choix entre le mariage et le Pacs dépend des attentes et des besoins de chaque couple. La combinaison Pacs plus testament peut déjà être une bonne protection, mais elle ne permettra jamais d'atteindre le haut niveau de protection qu'offre le mariage, surtout s'il y a un ou plusieurs enfants. Avant de prendre une décision, il est essentiel de bien comprendre les implications juridiques, financières, fiscales et sociales de chaque type d'union. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine pour bénéficier de conseils personnalisés adaptés à votre situation. Et on vous le rappelle, vous avez le pouvoir de nous aider, c'est-à-dire que vous pouvez nous mettre un avis 5 étoiles si cet épisode vous a plu, si vous avez l'impression d'apprendre chaque semaine de nouvelles informations avec Bonnet Doyen Conseil et l'art de la gestion patrimoniale. Laissez-nous un avis 5 étoiles, ça nous aidera énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme je l'ai dit, chaque semaine, vous aurez un nouvel épisode qui arrivera. Et si vous voulez en savoir plus sur le Pacs, vous pouvez aller écouter l'épisode 49, Sans testament, votre couple est en danger.